OK. Bon, ça nous amène au deuxième panneau pour aujourd'hui, les langues indigènes au Canada. Ce panneau va défendre l'idée que les principes doivent être de priorité, doivent être incorporés respectant les plus vieux et que les codes doivent ça doit être mis en action le plus possible de façon à respecter la transmission entre générations. Le panneau va être modéré par Ian Martin, professeur associé dans le département d'anglais à York University. Il a organisé un panel de 3 jours concernant les implications politiques des mises en action des langages, de politiques de langage. Aussi Andrea Nicholas, elle parle Inuktitut et Première Nation. Elle est professeure éméritus de l'Université Saint-Thomas. Elle a passé sa carrière et elle a établi des programmes de formation dans les langues aborigènes. Andrea a aussi reçu un PhD de l'Université de Moncton suite à son travail avec des langues aborigènes. David Litch, il a travaillé dans les droits linguistiques et dans l'article 23 de la Charte. Il a écrit un article en 2006 où il a défendu que la défense de l'article 23 doit être basée sur les enfants qui sont indiqués dans leur langue première. Laurine Fontaine à Mnishowe. Elle est un professeur associé dans le département d'études indigènes à Winnipeg. Puis son doctorat est basé, il a été utilisé pour la production d'un article à Radio-Canada. Et plus récemment, elle a publié un livre que nos langues sacrées au Canada et qui reflète les accommodements qui sont donnés au peuple aborigène au Canada. Et merci à tous les membres du panel. Ian, je pense que tu es en sourdine. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre panel et allô à tous mes collègues. Je ne vous ai pas vu depuis hier et j'aimerais remercier Elaine de nous avoir donné une mise à jour et les antécédents sur les droits linguistiques des aborigènes. Je vous parle d'un endroit qui n'est pas loin de l'intersection entre Spadina et Davenport, donc Spanning et Nabanning à Toronto. Et je vous parle du territoire pas cédé de Mississauga. Et bienvenue tout le monde à notre séminaire. Je pense que ça va être un séminaire. On va avoir des questions après que chacun de nous fasse leur présentation. Donc, nous allons avoir 4 présentations, puis à la fin, on va avoir une interaction. Et je peux voir qu'il y a un beau potentiel pour une interaction positive sur la défense des droits pour ceux d'entre nous qui travaillons dans ce domaine et pour ceux qui travaillent pour l'extension des droits linguistiques pour d'autres peuples au Canada, incluant les Chiacs à Moncton et au Nouveau-Brunswick. Donc, Émilie va parler de ça, étant donné qu'elle a un doctorat de l'Université de Moncton. Donc, d'abord,
j'aimerais dire au sujet de la commission sur la réconciliation, c'est important de reconnaître, de dire la vérité adressant le projet coloniaux au Canada. Et il a montré que la façon de bâtir un pays qui n'est pas basé sur une colonisation, le rapport qui a été publié en décembre 2015, a aussi montré et divisé les responsabilités qui doivent être assumées. Il y a 94 appels à l'action qui peuvent être vus comme étant des appels à la défense de droits. Le commissaire Sinclair a proposé de lire le rapport, regarder les appels, prendre celui ou ceux dont tu veux prendre la responsabilité et défendre la prise d'action pour effectuer du changement structurel de façon à amener le Canada à un nouvel état de décolonisation. Ces actions sont toujours appelées réconciliation, même si plusieurs l'appellent réconciliation. Mais nous sommes tous au courant que dans les 6 ans, depuis que le rapport a été publié, seulement 13 des 94 appels ont reçu l'attention qu'ils méritent. Donc, nous avons un long chemin à parcourir dans le futur et les appels qui se réfèrent à des appels concernant les langues et que donc l'université Ryerson ne devrait plus s'appeler comme ça, tel qu'on a rapporté. Même les appels qui concernaient l'action auquel Ryerson a dit oui, notre panneau va dire qu'ils n'ont pas été adressés et qu'ils veulent défendre que la façon de procéder dans le futur, c'est d'encourager un dialogue avec nos défenseurs de façon à voir comment est-ce qu'on va procéder. Mes 3 autres membres du panneau n'ont pas besoin du rapport de la commission de façon interactive dans les questions de langue indigène. Ils le font depuis 2 décennies. Mon rôle dans les langues qui m'ont permis de rejoindre les défendeurs de la langue, donc mon rôle au Collège Glendon, c'est un collège bilingue français-anglais et depuis 50 ans qu'il travaille dans les défenses des droits linguistiques pour les francophones et les anglophones, donc les langues officielles. Mais le rapport de la commission et la réponse, ils font la comparaison entre les droits linguistiques pour les langues officielles et comment plus solide et satisfaisant les droits pour les langues officielles, ils sont par rapport à ceux qui sont disponibles à ceux qui parlent des langues indigènes. Donc, je vais débuter par vous montrer un PowerPoint et toucher un couple de points dans le temps qui me reste disponible. Donc, ça va être Calvin ou quelqu'un d'autre? Donc, je vais peut-être partager mon écran. Oui, tu peux partager ton écran. Yes, at the bottom you will see Oui, est-ce que ça vous va? Donc, en bas, tu vas voir un bouton. C'est quoi que j'ai fait? Est-ce que vous pouvez le voir? Pas encore? Non? Bon. Peut-être qu'on peut s'en passer du PowerPoint. Je vais le faire sans le PowerPoint.
Donc, je l'envoie à l'organisation pour qu'il puisse être distribué. Ce que je voulais dire, c'est encore quelque chose qui vient du rapport de la vérité et réconciliation, qu'il n'y a pas de réconciliation sans avoir une réconciliation linguistique. Il n'y aura pas de vérité sans qu'on parle de linguicide. Un commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, a dit une fois que les langues au Canada, c'est un peu comme la race aux États-Unis. Dans ses effets, il y a le même rôle structural qui détermine qui est en dedans puis qui n'est pas en dedans, qui est favorisé puis qui n'est pas favorisé, qui appartient et qui appartient pas. Et les classes de citoyens canadiens ou d'être humains dans le territoire qu'on appelle maintenant le Canada ont certainement sont organisés d'une façon hiérarchique dépendant des langues qu'ils parlent. Et pour un bon 150 ans d'histoire canadienne, c'est les langues indigènes et les peuples indigènes et les civilisations indigènes qui n'ont pas été soutenus dans le voyage, linguistiquement, culturellement. Donc, moi, je dirais que il y a pas, on ne peut pas retourner en arrière. La civilisation canadienne qui n'était pas consciente d'elle-même, qui ne connaissait pas sa propre histoire, qui ne savait pas qu'est-ce que nos ancêtres avaient fait. Et la grande contribution du rapport de la commission, c'est que nous ne pouvons plus dire que nous n'étions pas au courant. Comme que Tom King l'a dit, tu peux l'oublier, tu peux en parler aux enfants, tu peux faire un poème, mais on ne peut pas écouter ce que le rapport nous a dit. Et la responsabilité que les appels à l'action nous exigent. Et ces appels sont toujours pas écoutés, mais on ne peut pas rester jusqu'à temps qu'on ait fait nos meilleurs efforts pour mettre ces appels à l'action en action. C'est important, tel que vous pouvez voir dans le panneau. Il y a, moi, je suis anglophone d'une université publique, pas d'une institution postsecondaire indigène. Et il y a 2 membres du panneau indigènes qui ne peuvent pas être ici aujourd'hui. Donc, nous sommes un total de 6. Dans ce groupe-là, 4 indigènes et 2 pas indigènes. Et les 2 membres qui ne sont pas disponibles, c'est NST des 6 Nations. C'est un défenseur de langue très fameux. Et Tim Thompson de WACTAP, qui travaille depuis des décennies dans l'éducation des langues indigènes. Et quand on fait notre parcours anticolonial, ça nous exige à faire certaines étapes. D'abord, tel qu'on a entendu ce matin, nous essayons de nous déplacer de la fonction de praticien avec connaissance des problèmes de ce qui est nécessaire et nous devons évoluer dans des réseaux de practitionnaires où vont comparer des notes et qui sont en débuté à définir des problèmes communs, des solutions communes et des bonnes pratiques qui sont communes. Une fois que cette 3e étape est sur place, on peut
formé un groupe de défenseurs des droits linguistiques qu'on a fait la dernière, 6 entre nous. Et au niveau de l'organisation qui lie tous les praticiens partout dans le pays, ils peuvent aller à une nouvelle étape de prendre de l'action. Où on met en effet la défense des droits qu'on va vous décrire et qui va adresser la vraie racine du problème. Et comme on a vu ce matin, c'est une question de justice linguistique telle que définie par les droits linguistiques. Nous sommes un comité commis aux droits linguistiques. Et ça nous oblige à prendre certaines mesures. Nous étions complètement pas conscients de la nature coloniale du Canada et maintenant, ça a changé. Nous sommes conscients, mais on peut être conscient, mais nous pouvons et ne pas être connectés, mais maintenant nous sommes conscients et nous pouvons aussi être connectés. Donc ça adresse les peuples d'origine. Donc connectés, mais sans assumer la responsabilité, ne pas écouter les appels à l'action qui s'appliquent à chacun d'entre nous, tels que décrits dans le rapport, à devenir commis et responsable. Mais alors, si vous êtes juste un praticien local, mais vous ne vous voyez pas comme étant actif et conscient et responsable, mais être passif. Et dans le futur, il faut devenir conscient, responsable et actif. Et c'est ça que nous voulons achever dans ce groupe de défense des droits linguistiques. Donc, le changement de conscient et responsable et actif. Et maintenant, l'évolution, c'est le faire avec d'autres. Et c'est ça que le groupe rentre en action. Et notre groupe pour la défense des droits au Canada, on peut trouver du terrain commun, on peut trouver des régions où nous n'allons pas coopérer. J'espère qu'on puisse trouver des régions où nous allons coopérer. Parce qu'aux États-Unis, la coopération entre les peuples aborigènes aux États-Unis et d'autres est déjà achevée. C'est un fait accompli. Et là, il faut changer d'activisme local à engagement, à une approche holistique au niveau national, provincial et national. Et à chacune de ces étapes, il y a une chose qui arrive tout le temps, c'est que c'est possible aujourd'hui de déplacer les gens une étape à fois, un pas à chaque fois. Et tel qu'on a vu ce matin, je ne peux pas imaginer que ça ne peut pas arriver. Donc, la présentation d'Elaine, elle nous a montré qu'on a commencé à 13, 14, 15, spécifiquement 13, on appelait le gouvernement à reconnaître, quand le rapport a été écrit, donc le numéro 13, le gouvernement a reconnu que les droits aborigènes incluaient des droits linguistiques. Le deuxièmement, que de la législation était nécessaire. Et numéro 15, qu'un commissaire aux langues aborigènes soit choisi avec une représentation des 3 groupes constitutionnellement des Inuits, des langues aborigènes et les Métis. Donc, c'est la défense des droits qui a forcé le gouvernement à finalement développer les lois. Je ne vais pas aller dans la description de la relation entre le montant énorme de défense dans les 3 ans entre 2016 et 2019 par des
dizaines de groupes aborigènes et professeurs intellectuels et des alliés qui sont pris de l'avant, qui ont formé des comités au Sénat, qui ont fait des recommandations, qui ont fait des critiques, des brouillons qui a été écrit. Et tout ce que je vais dire, c'est que c'était pas suffisant en termes de droit, puis on va y revenir. La position du commissaire aux langues aborigènes est beaucoup plus faible que le rôle du commissaire aux langues officielles. Donc, nous avons encore cette hiérarchie entre les langues qui sont importantes puis les langues qui ne sont pas importantes. Et finalement, à la dernière journée, avant que la Chambre ait rejeté tous les amendements proposés par les Inuits et qui a déclaré l'acte comme colonial sans aucune participation inuite. Et finalement, c'est Murray Sinclair qui était le chef de cette proposition de loi qui a dit on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut, c'est le début. Au moins, avec cette loi, nous sommes dans la Chambre. Au moins que les gens aborigènes soient dans le bon chemin ou non, on peut en discuter. Mais il y a des différences importantes entre la défense des droits par les peuples aborigènes et leurs représentants au gouvernement, et spécialement les droits. Donc, la conclusion, au moins la conclusion que je vais vous proposer, c'est que ça, c'est un pas important. C'est la première fois que le gouvernement fédéral reconnaît l'existence de langues indigènes. Plusieurs d'autres pays dans l'hémisphère, au Mexique, en Colombie, en Bolivie, aux États-Unis, ont reconnu dans leur législation fédérale leur langue aborigène. Le Canada y était tard arrivé, mais ils sont arrivés. Nous avons maintenant la loi C-21, la loi sur les langues aborigènes. Et cette conscience d'une politique de langue est nouvelle. Et aussi le fait que notre panneau a été invité à adresser cette conférence aujourd'hui qui est tellement intéressante. Ça témoigne du fait que les gens commencent à prêter attention et nous avons beaucoup à partager. Donc, nous pouvons tout apprendre avec ce que vous faites, puis notre expérience, les hauts puis les bas, et quand on pousse pour des droits linguistiques, et je l'espère bien. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui à mes collègues dans le panneau. Donc, je pense que ce serait une bonne idée d'avoir 2 ou 3 questions à la fin de chaque membre, à chaque présentation. Donc, je vais prendre un couple de questions, puis on va continuer avec le suivant. Bon, les commentaires, les questions sont bienvenus, incluant Inchak.
Maybe none. Bon, possiblement qu'il n'y en a aucune. S'il n'y a aucune, on va passer maintenant à David. Oh, Craig has one. Craig a une question. He is chatting to me. Yeah. Il est en train d'envoyer son message. Bon, c'est quoi, Craig? Did you put it in the chat room? Is that it? Est-ce que tu as mis la question dans la chat? Ah, okay. How OK, voilà. do you feel MPs take this as a Comment est-ce que vous sentez que les ministres prennent cette situation en main? I think it's going to be David that's going to answer Bon, je this crois que David va répondre à cette question because de la meilleure façon. different from last Différemment de l'année passée, notre protection a monté au point de que nous parlons aux gens qui prennent les décisions fédérales, incluant un ou plus des ministres. C'est notre position immédiate. Depuis hier, on avance dans une nouvelle phase dans laquelle nous faisons la promotion, une action et la priorisation des langues. C'est ce qui sera un sujet pour David et le reste du panel ici. Je fais plus l'arrière-plan, les connexions avec le TRC. Bon, je crois que c'est bon de mon côté maintenant. OK, je vois, oui, je comprends. Il y a des gens qui sont demandés de poser des questions à la fin de la session. Donc, je vais passer à David maintenant. David est en sourdine. OK. Bonjour. Bonjour. Hello. Je suis David Leach. Je suis avocat. Je vais vous parler de les droits langagiers au Canada et d'une certaine façon jusqu'à, je dirais, les derniers 5 ans, peut-être 7 ans, en termes de réconciliation. Quand ce rapport a sorti, les droits langagiers au Canada étaient les droits des anglophones, les francophones. C'est tout. Si vous vouliez parler des droits des langues au Canada, et qu'il y avait beaucoup de discussions sur les droits langagiers, parce que la Constitution pourvoyait pour ces droits d'accès aux langues. Mais c'était toujours à propos de l'anglais et le français. Maintenant, ce n'est pas des langues, c'est des langues canadiennes. OK, premièrement, ce n'est pas des langues canadiennes, c'est les langues européennes, pardon. On les parle au Canada, c'est des langues importantes, c'est des langues internationales. Et en fait, c'est des très belles langues. Mais ce ne sont pas des langues canadiennes. Comment est-ce que c'est possible dans un pays qui est si bon à reconnaître les droits langagiers? On ne parle jamais de les langues canadiennes. C'est étrange. Donc, en tant qu'avocat, j'ai décidé de commencer à penser à tout ça. Pourquoi? Comment est-ce que c'est possible? Et j'ai développé un argument basé sur l'article 35 de la Constitution de 85, qui était basé sur la section 35, qui disait que le Canada, la Constitution reconnaît les droits autochtones des peuples autochtones au Canada. Donc, pourquoi est-ce que ça n'inclurait pas les droits langagiers? C'est une question que je me suis posée. En fait, je n'étais pas le premier à y penser. Une personne avec qui nous avons travaillé fréquemment dans le passé, Andrea et Brennan de Varennes, ou qui est maintenant aux Nations unies, comme le rapporteur spécial pour les droits minoritaires. Il était le premier à écrire un article, c'est section 35, et j'ai conçu sur cet argument parce que c'était un cas au Canada qui supportait l'assistance à la nature des droits langagiers, mais encore toujours en parlant de l'anglais ou le français.
Donc, j'ai emprunté cette logique finalement et je l'ai appliquée aux langues aborigènes ou autochtones. Et voilà, c'était là, aussi clair que de l'eau de roche. On avait dit au Canada que les droits aborigènes ou autochtones et les coutumes, les traditions qui sont intégrées au peuple autochtone du Canada, qui inclut toutes les langues. C'est inconcevable. On ne peut pas avoir une civilisation, une société sans des langues. Donc, ce qui semble clair de procéder du point de vue défense, c'est de basé sur la section 35, faire un cas. Donc, on a regardé, cherché des clients et il y avait des intérêts significatifs parce qu'il y avait déjà au Canada l'émergence des langues autochtones et ces bassins de langues. J'ai rencontré une des personnes les plus importantes de ma vie depuis et elle avait organisé une conférence sur les enseignants émergents au Nouveau-Brunswick en 2005. Et je l'ai rencontré. J'ai rencontré plusieurs d'autres personnes. Il semble que tout ce qu'on avait à faire, c'est de trouver une Première Nation qui serait mon client. On pourrait aller en cours et gagner. Eh bien, il s'avère que c'était un peu plus complexe que cela, partiellement parce que les causes en cours sont vraiment dispendieuses, prennent du temps. Et en tant que francophones qui ont des droits, vous diront, ils les exercent assez fréquemment. On ne sait pas si on gagne ou on perd, mais la vérité, c'est que la plupart du temps, ils gagnaient. Mais ça, c'est parce qu'ils avaient bien défini les droits. Je faisais l'argument basé sur section 35, que ça n'allait pas être étalé noir et blanc. Les enfants autochtones ont le droit d'être éduqués dans leur propre langue. Ce n'est pas ça la section 35, mais la définition des droits aborigènes peut être importante encore clairement à couvert le sujet. Nous sommes jamais arrivés, malheureusement, d'apporter un cas en cours basé sur la section 35. C'était vraiment difficile de trouver une nation autochtone qui était prête à s'engager au temps et à l'argent que ça prendrait pour faire cet argument en cours. Mais ensuite, on a entendu, et je travaille encore sur ça en 2015, que la vérité et réconciliation, ce rapport dit non, section 35 inclut les droits langagiers. OK. Maintenant, sur la réconciliation, le rapport nous dit maintenant, certainement, ça devrait être le temps pour le gouvernement d'agir sur les droits des langues autochtones et pas de créer, mais leurs droits inhérents de reconnaître et de mettre en œuvre. Donc, on avait hâte, lorsque Trudeau était élu, d'amener une législation qui ferait ça. Ce qu'on a eu, c'était la loi 91, qui n'est pas reconnue particulièrement et dans les droits langagiers. Bon, est-ce que je semble inventer un point technique? Non. Si vous voulez aller en cours, si vous voulez avoir des droits langagiers, vous devez avoir des droits. Des droits. Les droits, que mon ami Ian soulignerait, c'est d'être unis, la déclaration des lois qui ont des droits des peuples autochtones. Donc, si vous regardez cette section ou cette pièce de législation, vous allez voir qu'elle utilise le langage du TRC, section 35, qui inclut les droits langagiers, mais ne définit pas et, de façon plus importante, ne les renforce pas. Les premiers Inuits ou Métis ne peuvent pas aller en cours parce qu'il n'y a pas de droit assigné ou il n'y a pas de façon de la mettre en force, comme ce l'est pour toutes les langues, anglais, français, aux minorités partout au Canada.
Donc, nous n'étions pas heureux avec ces points. Nous avons décidé, ou je suis du point de vue que j'avais plus d'optimisme que j'aurais dû. On s'était plaint de cela aux Nations unies parce que les Nations unies, sur les droits civils, parlent comment tous les États qui sont membres, qui ont signé ce traité au Canada, le Canada en est une depuis 1976, doivent fournir des droits qui respectent, qui ne créent pas de discrimination, qui ne sont pas antidiscriminatoires. En fait, notre discussion dans la plainte avec les Nations unies, c'était que parce que C-91, cette législation, rapporte qu'elle protège les droits langagiers, mais ne le fait pas. Ça crée une discrimination contre les francophones et les anglophones qui ont cette force. Et donc, ça crée une discrimination. Il y a deux groupes de gens au Canada, les peuples autochtones et les autres langues minoritaires, mais il y en a qui n'ont pas des droits qui peuvent être renforcés. Donc, c'est une discrimination. La plainte, donc, ne s'est pas rendue très loin. Elle a été mise de côté au point d'entrée par des bureaucrates à des bons niveaux à Genève, le nom dont on n'a pas trouvé. Donc, on était concerné un peu sur comment on allait procéder avec tout ça. Mais quel était être notre véhicule de défense, si on veut. Donc, il s'avère que, malgré que C-91, cette législation était très faible, inefficace, et depuis la dernière élection, le gouvernement a passé une déclaration des Nations unies pour le droit des peuples autochtones et cet acte, donc ils ont créé un acte où le Canada l'a fait, où le Canada s'est engagé de mettre en œuvre ses droits autochtones. Bon, maintenant, on est dans un autre monde. Maintenant, on ne parle pas d'interpréter section 35 ou des langages vagues. On a un gouvernement maintenant qui s'engage de mettre en œuvre le tout au Canada. Donc, on a commencé à dire, et nous disons encore, allons continuer à le dire, que j'espère que vous allez vous joindre à nous et de continuer à dire que la législation C-91 n'est pas cohérente parce qu'elle ne donne pas des mécanismes pour l'appliquer. Donc, les lois internationales sont vraiment bonnes à mettre la concentration sur les questions de renforcer les lois, si on veut. Et c'est facile pour un gouvernement du Canada d'avoir une loi et de ne pas la mettre en pratique. Les politiciens vont dire qu'ils ont passé une loi, mais ils ne font rien pour la mettre en force. La déclaration, le traité sur les droits civils est vraiment concentré sur la question de, bien sûr, mais est-ce que vous avez quelque chose pour l'enforcer? Et donc, on continue avec l'idée que le gouvernement non seulement a passé le C-91, mais a passé de façon plus importante la législation qui engage le gouvernement du Canada à la mettre en œuvre. Et ça, en fait, cette pièce de législation C-91 doit être ajustée maintenant pour être cohérent. Et c'est clair, aussi clair que de l'eau de roche sur cette question sur les droits langagiers. Ça nous parle des droits des peuples autochtones d'éduquer leurs enfants dans leur propre langue, dans les écoles qu'ils contrôlent. C'est comme noir et blanc. Donc, si vous avez un gouvernement qui dit qu'il veut mettre en œuvre et que vous avez un gouvernement qui voudrait ajuster leurs défaillances et leur législation manquante pour donner cet ajustement ou correction, je veux dire quelque chose en fermeture sur... il y a déjà eu des changements de la situation légale au Canada.
la législation que le Canada a passée requiert le gouvernement d'arriver avec un plan d'action, passer des lois, ajuster la loi C-91 ou le projet de loi C-91. Et ça change déjà dans les langues du Canada. Il y a la Cour d'appel au Québec est sortie avec une citation qui dit OK, UNDRIP a l'effet de reconnaître au Canada quelque chose qui s'appelle l'autogouvernance, qui, jusqu'à cette décision en cours, pour les peuples autochtones, pour avoir le gouvernement autonome, ils doivent avoir un accord des autres niveaux de gouvernement, le Canada et les provinces et les territoires. Maintenant, on est dans une situation, bien sûr, où la Cour dit qu'il y a déjà reconnu au travers de cette législation et au travers de l'adoption de UNDRIP pour l'autodétermination. Et ça, c'est vraiment important pour les langues parce que ça veut dire que non seulement que nous espérons que les peuples autochtones au Canada auront le droit d'éduquer leurs enfants dans leur propre langue et sera reconnu et mis en œuvre, mais aussi ils auront le droit de contrôler cette éducation pour qu'elle reflète leur culture, pour qu'elle respecte leurs croyances spirituelles, pour qu'elle soit vraie pour les droits autochtones, aborigènes, qui est des pratiques qui reflètent la culture de ce peuple. Donc, ça change la donne. Ça nous donne une plateforme importante pour la défense des langues. Et on croit que section 35, la Cour d'appel avait rapporté que c'était supposé être une plateforme pour la défense. Et c'est comme ça que c'était compris. Il y a personne qui comprenait tout à fait la section 35, mais quelque chose que ça donnait une base pour les peuples autochtones de faire des arguments. Tout ça, c'est vague. C'était vague. Maintenant, on a UNDRIP. C'est écrit. Et dans les droits des langues, article 14 est critique parce que ça parle du droit d'éduquer les enfants dans leur propre langue. Et ça, mes amis, c'est le biais pour la survie des langues autochtones au Canada. Est-ce que je peux terminer en disant, je ne suis pas une personne autochtone moi-même, hein, mais il y a des gens qui demandent qui es-tu de parler de ce sujet? Donc, laissez-moi terminer en disant que j'ai 2 enfants qui parlent français maintenant. Pourquoi? Parce que l'État m'a donné à mes enfants avec l'option d'aller à l'école en français. Et vous savez, c'est ça l'éducation. Et oui, nous devons aller faire toutes les autres choses traditionnelles, les activités traditionnelles que les peuples autochtones font en tant que leur culture. Mais pour éduquer les enfants seulement en anglais et en français dans les écoles, c'est d'éliminer les langues autochtones au Canada. Et maintenant, on entendra plus sur le sujet. Et c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est les questions ou est-ce qu'on attend. On a dit de passer les questions, d'attendre à la fin, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, après. OK, maintenant, j'ai une présentation de diapo à présenter et je ne suis pas sûr comment m'y rendre. Ici maintenant, voyons voir. Bon, OK. Ça dit que je suis en train de partager, donc j'espère que tout le monde peut voir ce que je présente à l'écran. OK. Ce n'est pas le début. Désolé, je vais retourner au début. Bon, j'étais d'accord sur cette présentation pour parler à l'urgence, si on veut, la situation des Autochtones et la langue, la nécessité d'un droit à l'école mené dans le milieu de nos langues. Donc, je voulais parler aussi pour le manque de conscience sur les différents aspects de cette urgence. Et donc, je voulais simplement passer au travers des états très négatifs des langues au Canada et à quel point ils ont décliné. Donc, je ne lirai pas tout
Mais vous pouvez voir du 1800 au 1941, il y avait encore 90 des peuples autochtones qui réclamaient leur langue autochtone en tant que leur première langue. 50 donc, ça a baissé jusqu'à à 91 et de 91 à 96, un autre 50 de déclin. De 2006 à 2011, un déclin de pratiquement 50 de 96 à 2011. Donc, ça, c'est les général pour les Autochtones au Canada. C'est un petit peu mieux pour les Indiens inscrits. Par contre, nous en parlons encore ici de 15 ans. 32 1 sur 3 des Indiens inscrits étaient les seuls qui pouvaient réclamer leur langue maternelle comme étant leur langue. OK, bon. Les statistiques sont vraiment négatifs, mais dans la présence, 63 langues au Canada au moins ont moins de 50. Seulement 3 dans les 63 vont survivre. Et je lis ici parce qu'une partie de mon écran est coupée, désolé. Mais la plupart des gens ont plus de 65 ans d'âge et qui comptent pour le déclin rapide dans ce nombre et dans cette catégorie de gens qui parlent cette langue. Et la plupart des gens au Canada n'ont absolument aucun enfant qui parle la langue. Donc, il est la statistique la plus intéressante, en fait, de l'état de la langue. Lorsqu'on regarde au maritime, et ce qui est particulier, ce que j'ai géré en 2006, il y avait 7 000 Mi'kmaq en tout. Voyons voir. 7 000 clamaient qu'ils parlaient encore leur langue maternelle sur une population de 35 000. En même temps, mon peuple, Meliseed, comme ils sont bien connus, il y avait seulement 400 personnes qui parlaient la langue, il y a 15 ans. Et ça, c'était une personne sur 20. 3 sur 8, Meliseed n'ont pas de gens qui parlent la langue et moins de 10 personnes dans les autres communautés. Donc, une estimation généreuse clamait qu'il y avait au moins 60 personnes qui parlent avec moins de 1 sur 100 dans les dernières décennies. La dernière décennie en soi, notre langue a descendu de 2 catégories, de définitivement engagée à certainement en danger, comme défini par UNESCO. Donc, pour Meliseed, la prochaine catégorie sera extincte au cours de la prochaine décennie, à moins que quelque chose de radical et différent soit fait bientôt. Donc, j'ai mis 4 rationnels pour que les écoles dans notre langue. La première, c'est la justification de la survie de la langue. Une des méthodes les plus promotantes pour revitaliser une langue, c'est au travers de l'inclusion d'une langue d'instruction aux écoles. Pour l'enseignement d'un enfant dans cette langue, c'était efficace pour produire plus de gens qui parlent cette langue. Le Canada ne semble pas, ou le Canada va déclarer son intérêt pour préserver les langues, mais ne porte pas attention à cette réalité. En fait, la plupart des experts en réhabilitation linguistique disent qu'aucune langue ne peut survivre sans les écoles qui enseignent ces langues. Donc, c'est le temps, long passé dû maintenant, de réaliser que nous avons perdu plus de gens dans notre langue qu'auparavant dans les derniers 3 ou 4 décennies, malgré le fait que nous ayons été enseigner notre langue à l'école pendant les mêmes 3 ou 4 décennies. Donc, il est temps maintenant de réaliser que ces classes ont complètement échoué, soit pour garder les enfants à l'aise ou soit pour créer des nouveaux locuteurs, peu importe les points. Les enseignants ont été bons et ils ont été surtout les meilleurs de nos parleurs. Donc, le problème, c'est que nos enfants sont immergés dans l'anglais 9/10 de chaque jour, si pas plus, et donc ne sont pas tenus de penser, parler ou fonctionner dans notre langue comme ils le feraient en immersion. Maintenant,
qu'est-ce qui arrive? Parce qu'ils sont submersés dans une langue dominante. Et ça, c'est la recherche que la plupart des linguistes sont au conseil et travaillent avec, écrivent et parlent tout haut, mais personne au Canada semble porter attention. Mais dans des écoles conduites dans des langues dominantes, c'est la séparation des enfants, des locuteurs adultes compétents qui privent effectivement ces enfants de la possibilité de devenir compétents dans leur langue maternelle et les conséquences d'une maîtrise réduite de langue maternelle. C'est que les locuteurs sont moins susceptibles d'utiliser leur langue et de transférer à la prochaine génération. Et sur plusieurs générations, la langue devient sous-développée précisément parce qu'ils ne sont pas utilisés à l'école. Et pour notre langue, nous avons eu de l'apprentissage sur les réserves, l'école. De jour, très peu de nos gens ont été envoyés aux écoles résidentielles. Nous avions des écoles sur les réserves depuis les 1880. Ça fait quasiment 7 générations de soi. Les conséquences de l'immersion dans l'anglais, c'est que les locuteurs assujettis à cette forme d'éducation, inévitablement, viennent à croire que leur langue a moins de valeur que la langue dominante et commencent à l'utiliser à moins de contexte. Et c'est précisément ce qui arrive à nos langues. La prochaine maintenant. Donc, il y a un rationnel d'éducation. Les études ont démontré que les enfants autochtones, lorsqu'ils sont en minorité, sont permis ou invités ou peuvent aller aux écoles dans leur propre langue. Ils réussissent mieux à l'école. Et cela est bien contraire à ce que nos gens ont été portés à croire que ce que le public croit en général aussi. Et malgré tout, la recherche est claire sur les bienfaits. L'autre bienfait de l'immersion, que les enfants réussissent, que les enfants réussissent mieux. Je crois que j'ai perdu. J'ai sauté par-dessus une diapo, je crois. Bon, OK. Que les enfants réussissent mieux à l'école. Au travers de l'immersion, on pourrait croire qu'avec tout ce qui se passe au Canada, à propos de l'éducation autochtone et le fait que 50 de nos enfants sont encore poussés hors de l'école. Donc, on pourrait croire qu'il y aurait plus d'attention portée aux recherches en autour des études faites dans les langues maternelles ou les langues ancestrales. Donc, il y a une grande faille que tout le monde lève la main tout haut, mais personne. Ils sont en train de donner plus de langues anglophones et plus d'enseignement, plus d'éducation spécialisée à nos enfants. Et plutôt que de réaliser que si on avait des écoles dans nos langues, on pourrait produire des meilleurs résultats. En fait, les bienfaits d'éducation, l'immersion qui a été faite à Nespisson, une communauté qui a pris des formations au travers de mon université pour l'immersion et la formation de ses professeurs et éventuellement a commencé leur propre école d'immersion, ont trouvé que les étudiants qui parlent l'anglais aussi bien que tout autre qu'une étude monologue anglophone et ils parlent leur langue. Donc, encore une fois, c'est un bienfait pour ceux au Canada qui disent on a besoin de faire quelque chose sur les langues autochtones. Il y a d'autres bienfaits d'éducation et des étudiants qui réussissent à haut niveau dans la lecture, dans les mathématiques. Il y a des études après études et la recherche a démontré depuis quelque temps que les enfants bilingues développent un certain type de flexibilité cognitive et de conscience plutôt mieux que leurs homologues unilingues. Et je suis sûr qu'il y a des gens bilingues ici qui savent ces choses et comprennent, mais ils sentent encore qu'ils ont besoin il semble ne pas avoir de compréhension, les droits, le rationnel dont David vient de parler, qui est intéressant de noter que le Canada est 1, 2, 3, 4, 5, 6 instruments internationaux qui déclarent tous à un certain point les droits linguistiques pour les peuples autochtones ou pour tous les gens. Et OK. Donc, j'aime cette citation de Stephen Kakfwi.
l'ancien premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, qui dit aucun être humain ne permettait à quiconque de suggérer qu'il ne vaut rien, qu'il n'a pas le droit d'exercer dans la continuité d'eux-mêmes dans le futur. Aucune valeur ne vaut la peine d'être transmise à d'autres dans le futur. Aucun peuple ne voudrait céder simplement le droit d'éduquer leurs enfants à quelqu'un d'autre dont ne comprennent rien, sauf là où les gens ont été amenés à croire et ils n'ont pas de tels droits. La raison que les gouvernements ont réussi à faire tout ça, c'est que même les gouvernements ne réalisent pas, s'ils le réalisent, ils vont savoir. Donc, notre éducation n'est jamais inclue dans cette information. Donc, le dernier point que j'aimerais faire, c'est les dommages causés par l'imposition de l'anglais. Puis ça, c'est réellement l'éléphant dans la chambre. Personne ne veut admettre que quand l'école est en anglais ou en français pour les indigènes, sont la cause du problème. Puis il y a eu depuis une décennie d'études et de célébrations qui viennent des langues indigènes. Toutes ces études continuent à blâmer seulement les écoles indigènes, pendant que nos enfants sont continuellement exposés à l'anglais. Ils sont obligés à vivre seulement en anglais. Ils continuent à être aliénés de leur langue et de leur culture. Puis la réalité, c'est que c'est les langues qui contiennent la culture. L'ironie, c'est que beaucoup de nos écoles y enseignent notre culture en anglais, ce qui fait aucun sens. Donc, le fait que cette éducation cause de l'assimilation et manque du respect, et il cause des dommages sérieux mentaux à plusieurs générations. Puis je vais coter une autre personne qui a présenté dans cette conférence. Il a aussi dit que, d'accord avec un nombre grandissant d'universitaires du pays qui imposent une langue dominante, ils peuvent être criminellement responsables selon la Convention de Rome. Ça, c'est des faits que les gens ne veulent pas écouter. Puis même nos propres spécialistes en éducation dans nos communautés ne veulent pas entendre le fait que quand on impose l'anglais aux enfants de notre communauté, ils font partie de cette destruction de nos langues. Donc, il faut accepter la réalité de ces dommages et de réaliser que ça, c'est l'élément le plus urgent qui a besoin de redressement dans nos langues. Et je vais vous laisser avec ça. Peut-être je vais les laisser jusqu'à la fin, mais c'est essentiellement ce que je voulais dire. Je vais finir par dire qu'on a plusieurs mécanismes pour aider la survie de notre langue. Mais on a toujours beaucoup d'opposition dans nos communautés pour la reconnaissance de l'importance des langues indigènes. Et maintenant qu'on a une nouvelle législation en matière de langue, le fait que nous avons plusieurs clauses qui adressent le droit des écoles aux langues, c'est vraiment important. Nous devrons porter notre attention, c'est urgent, c'est requis urgemment, et ça va être l'élément le plus facile à déplacer rapidement parce que tout ce qu'on a besoin, c'est de faire un amendement à la langue, aux langues indigènes. Et je vais vous laisser avec ça. Merci. I guess it's time for Marina. Bon, Marina, c'est ton tour, Marina? Oui. La présentation est toujours à l'écran.
Oui, je vais l'enlever. Oh, okay. Let me see if I can go back to that. Oh, new share. Okay. Does that Donc, take it off? est-ce qu'elle est partie? Non. I can't seem to. I can help with it. 1 second. OK, je peux aider. There we go. Bon, voilà. So I'm just going to talk briefly. Donc, je vais rapidement parler puis vous montrer un cheminement personnel que j'ai fait concernant cette histoire fantastique. Je suis la fille et la petite fille de parents et grands-parents qui sont allés le système d'éducation canadien, qui ont été actifs dans le procès de détruire les langues et les cultures indigènes. Deux des trois langues que j'espère survivre. Je parle Cree du côté de ma mère, puis Ojibwe du côté de mon père. Et je peux vous dire que quand je suis allé à l'école, donc voici 20 ans, je suis allé à Kanyards, il y avait des gens qui parlaient fluentement. Je m'excuse. Bon, pendant que j'étais parti et je suis retourné, il n'y avait plus de gens qui parlaient dans la communauté. Ils parlaient Ojibwe dans cette communauté à côté de la mienne. J'ai été choqué d'apprendre qu'on avait perdu tous les gens qui parlaient fluemment dans les 10 ans. Cette histoire a débuté. Je vais vous expliquer l'histoire de mes grands-parents et de mes parents. Et après ça, je vais vous montrer ce que je fais pour développer un programme de langue. Donc, dans la génération de mes grands-parents, ils ont été physiquement punis de parler écrit à l'école. Ils ont été gênés et encouragés de ne pas respecter leur identité indigène. Mais ils ont lutté pour maintenir leur langue vivante dans la vie de leurs enfants. Donc, quand ma mère et ses sœurs étaient dans la maison, ma grand-mère imposait qu'on parlait seulement le cri, ce qui a été sûrement très qui générait de la confusion à ma mère puis ses frères. Parce que quand ils allaient à l'école, ils étaient punis quand ils parlaient cri. Et là, quand ils venaient à la maison, ma grand-mère les obligeait à parler cri. Donc, pour eux, c'était très confus. Aussi, à l'école, ils ne voulaient pas qu'ils démontrent leur identité cri. Donc, ma grand-mère a fait des mocassins avec des emblèmes cri et aussitôt que les enfants arrivaient à l'école, ils les jetaient au vidange. Donc, leur culture et leur langue n'avaient aucune valeur à l'école. Et ils devaient parler anglais et assimiler cette culture. Ma mère, elle parle fluemment parce que mes grands-parents, ils cachaient la famille dans leur territoire. C'était illégal aux enfants de ne pas aller à l'école. Donc, ils risquaient mais ils mettaient leur liberté à risque parce que les enfants continuaient à parler Cree et grâce à leurs efforts, mes oncles continuent à parler les trois langues. Je ne connaissais pas au courant de cette histoire jusqu'à récemment. Donc maintenant que nous sommes dans une situation où les peuples indigènes exigent des programmes d'éducation à l'université, et le gouvernement fédéral, en dépit de la législation que nous avons, il ne nous fournit pas assez de fonds pour que ces programmes puissent continuer. Donc, on nous donne des fonds sur une base annuelle. Donc,
ça nous oblige à faire des requêtes à tous les ans. Donc, dans mon université, la façon de développer un programme, ça coûte beaucoup d'argent. Puis, parlant avec les écoles de ma communauté qui essaient de développer des programmes bilingues et d'immersion, je sais qu'ils coûtent beaucoup d'argent, ils prennent beaucoup de temps et de ressources. Nous avons besoin de professeurs qui sont formés. Nous avons un programme d'entraînement, nous avons des programmes de développement de curriculum. Nous avons besoin de méthodologie, nous avons besoin de livres. Nous avons besoin d'évaluation pour évaluer les enfants. Nous avons besoin de nouvelles pédagogies, nous avons besoin de réseautage pour qu'on puisse partager les difficultés que nous avons à l'école. Tout ça, ça prend des ressources. Et quand on parle de système éducationnel au grade 12 ou à l'université, où on parle seulement français ou anglais, eux autres, ils ont tous des fonds suffisants pour maintenir leur programme en vie. La plupart de nos professeurs ont 65 ans, ils auraient dû prendre leur retraite et d'aider des plus jeunes qui sont en train d'apprendre leur langue. Donc, les droits linguistiques dans l'éducation pour les gens indigènes sont critiques si nous voulons sauver nos langues. Et je vais finir ici. And I know we got it. I think we only have a few minutes left for any questions or Nous comments. avons seulement quelques minutes pour des questions que les gens peuvent avoir. Oui, c'est vrai. Donc, les questions sont encouragées. Il nous reste quelques minutes. 5 minutes. Read one out from our Q&A section here. It's from Anita. She says that I work for a Donc, une settlement. question d'Anita. Je travaille pour une agence à Thunder Bay et je travaille spécifiquement dans le but de recruter des interprètes. Et les clients ils ont des difficultés, pareillement comme plusieurs organisations. Qu'est-ce que les organisations locales peuvent faire pour faciliter l'accès aux langues aborigènes dans le système d'éducation? Just to weigh in, I know that this has Bon, je sais que ça arrive. Je travaillais à Nunavut pour une vingtaine d'années. Il y avait même une école qui a fermé le programme de traduction parce qu'il n'y avait pas assez de gens qui parlaient, qui entraient dans le programme. Donc ça, c'était un signe que nous avons, c'est nécessaire que les langues soient enseignées dans les écoles, pas seulement des livres à colorer. On a besoin d'une éducation très forte, bilingue, de façon à ce que les gradués de l'école secondaire aient étudié dans leur langue. Ils ont appris assez de contenu, de matière dans leur propre langue, de façon à ce qu'ils puissent continuer leur carrière dans la traduction. There's another question. Il y a une autre question de Grace Chan. C'est une question intéressante concernant si le but de vos efforts, c'est que toutes les langues indigènes, est-ce qu'elles sont sur une base nationale parce qu'il y a des différences? C'est important de répondre à cette question parce qu'il y a des gens qui disent que les Inuits ont une situation spéciale où la langue est plus forte, les Nutuktuk est plus fort à Nunavut et d'autres langues indigènes ailleurs au Canada. Donc, il y a des langues qui ont plus de probabilité de survie que d'autres. Donc, pour moi,
en tant que défenseur de ces droits, c'est important d'établir le droit de base à une éducation aux enfants dans leur propre langue. Ce droit devrait exister pour toutes les langues indigènes, pas seulement pour les langues qui sont plus fortes ou pour celles que c'est plus facile à ce que les enfants aillent à l'école. Ce droit de base devrait exister pour toutes les langues indigènes au Canada, même s'il y a seulement 15 personnes qui restent. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Les défis pédagogiques vont être énormes, mais j'aime pas parler de dire adieu à quelques langues sans même pas reconnaître que le droit existait et qu'il aurait dû être utilisé jusqu'au point où il peut être utilisé. Pour moi, c'est fondamental qu'on ne doive pas choisir des gagnants puis des perdants. Toutes les langues indigènes doivent avoir les mêmes droits. Oui, c'est un point très important. Merci de l'avoir fait. Merci aux quatre d'avoir eu cette discussion importante et j'espère qu'on ait d'autres opportunités de continuer à parler de vos travaux dans le futur.